Imagine un instant que tu sois assis calmement, avec un stylo et un carnet devant toi. La pièce est silencieuse. L'air semble presque chargé d'attente. Le bureau est propre. La porte est fermée. L'intention est claire. Tu as réservé ce moment pour quelque chose de significatif. Pas pour dériver. Pas pour consommer. Pas pour réagir. Mais pour réfléchir. Pour planifier. Pour construire. Pour créer quelque chose qui compte. Il y a une étrange forme de promesse dans des moments comme celui-là. Une promesse silencieuse entre toi et toi-même. C'est ici que le progrès commence, te dis-tu. C'est ici que les pièces dispersées finissent enfin par s'assembler. C'est ici que la vie commence à avancer dans une direction choisie. Et puis cela arrive. Une vibration. Un petit son. Une étincelle de curiosité. Une légère démangeaison au fond de ton esprit. Peut-être jettes-tu un coup d'œil à ton téléphone. Peut-être te dis-tu que cela ne prendra qu'une seconde. Peut-être te convaincs-tu que tu vérifies juste une seule chose. Un message. Un email. Une notification. Une toute petite interruption. Mais 5 minutes passent. Puis 10. Puis 20. Ton esprit est parti ailleurs. Tu n'es plus vraiment dans cette pièce de la même manière. Physiquement, oui. Mais mentalement, tu t'es éloigné de l'endroit où tu avais l'intention d'être. La page qui devait accueillir tes pensées est restée blanche. L'opportunité qui te murmurait à l'oreille il y a un instant semble maintenant lointaine. Ton énergie est dispersée. Ta clarté s'est brisée. Ton élan a disparu. Et alors, la vraie question surgit. Que s'est-il passé? Pourquoi, avec toutes les ressources devant toi, avec du temps réservé, avec l'envie présente, avec une intention claire dans ton cœur, ton attention a-t-elle glissé presque sans résistance? La plupart des gens répondent trop vite à cette question. Ils accusent la paresse. Ils accusent un manque de discipline. Ils accusent le téléphone. Ils accusent la vie moderne. Ils accusent le flot infini d'informations. Et oui, toutes ces choses ont leur importance. Mais si ce n'était pas la réponse la plus profonde? S'il y avait autre chose à l'œuvre? Quelque chose de plus subtil. Quelque chose de plus ancien. Quelque chose de plus silencieux. Quelque chose qui tourne en arrière-plan de ta journée comme un code secret. Et si la distraction n'était pas simplement une mauvaise habitude en surface, mais l'expression d'un schéma plus profond? Un plan caché. Un ensemble d'instructions construit non pas en un seul jour, mais au fil des années, à travers des actions répétées, des réactions renforcées, et des accords invisibles que tu as passés avec l'inconfort sans même t'en rendre compte. C'est là que l'intrigue commence. Parce que la plupart des gens traversent leur vie en réagissant. Ils réagissent au vibreur du téléphone. Ils réagissent à la pression de l'horloge. Ils réagissent au bruit du monde. Ils réagissent à l'humeur du moment. Ils réagissent à la plus petite perturbation intérieure comme s'il s'agissait d'un ordre auquel il faut obéir. Très peu s'arrêtent un jour pour poser une question plus dangereuse. Qui a écrit ce code? Qui m'a appris à réagir de cette manière? Pourquoi est-ce que je tends toujours la main vers la distraction au moment exact où ma vie exige le plus de profondeur? Et peut-être la plus importante de toutes, ce code peut-il être changé? La réponse est oui. Mais pas par la seule force. Pas par des astuces superficielles. Pas par un nouvel élan de motivation qui s'éteint d'ici mardi prochain. Le vrai changement commence quand tu cesses de te battre uniquement contre les symptômes et que tu commences à examiner le système qui se cache dessous. Il commence quand tu arrêtes de te dire que tu es cassé et que tu regardes de près les mécanismes qui guident discrètement tes pensées, tes impulsions, ton comportement, et finalement ton destin. Parce qu'il existe un plan. Il existe des boucles cachées qui guident ta concentration et dictent tes distractions. Il existe des schémas tellement familiers, tellement pratiqués, tellement automatiques qu'ils ne ressemblent même plus à des choix.
Et la tragédie, c'est que beaucoup de gens confondent cette perte de choix conscient avec leur identité. Ils disent « Je suis nul pour me concentrer. Je suis facilement distrait. J'ai toujours été comme ça. Mon cerveau ne fonctionne pas comme celui des autres. » Mais souvent, ce qu'ils décrivent n'est pas leur identité. C'est un conditionnement. C'est du code. Et le code peut être réécrit. On n'apprivoise pas un lion par la force brute. On ne se tient pas au-dessus de lui en criant jusqu'à ce qu'il obéisse. On comprend sa nature. On observe ce qui le provoque. On apprend le rythme de ses mouvements. On reconnaît ce qu'il chasse réellement. Et c'est seulement alors qu'on peut commencer à guider cette relation avec sagesse. L'attention fonctionne de la même manière. Le défi n'est pas de forcer violemment ton esprit à obéir chaque heure de chaque journée. Le défi est de comprendre ce que ton esprit a été entraîné à rechercher, à éviter et à répéter. Le défi est de révéler les règles selon lesquelles tu vis inconsciemment et de les remplacer par des règles plus sages. Non pas par punition. Non pas par haine de soi. Mais par la conscience, la répétition, et une reconstruction délibérée. Ce soir, allons plus en profondeur. Soulevons le capot et regardons sous les gadgets, sous les applications, sous les gros titres, sous les petits rituels de la vie quotidienne, pour examiner le système d'exploitation qui façonne la manière dont tu utilises ton attention. Parce que si tu parviens à voir assez clairement les boucles d'habitude, ces cycles de signal, de routine et de récompense qui t'entraînent vers la distraction, alors tu peux les démanteler. Et une fois qu'ils sont démantelés, tu peux construire quelque chose de plus fort à leur place. Imagine ce qui se passe lorsque tu n'es plus à la merci de chaque vibration, de chaque envie, de chaque éclat de nouveauté. Imagine ce qui se passe lorsque ton esprit ne se comporte plus comme une feuille dans le vent, emporté d'un stimulus à l'autre, mais devient ancré, dirigé, capable de rester avec ce qui compte assez longtemps pour créer quelque chose de réel. Imagine la confiance qui commence à grandir lorsque tu peux tenir une promesse envers toi-même. Pas une seule fois. Pas parce que tu surfes sur une vague d'inspiration. Mais de façon constante. Silencieusement. Avec dignité. Le genre de confiance qui vient du fait de savoir que lorsque tu dis que tu vas faire quelque chose, ton esprit ne cherche plus immédiatement la sortie de secours la plus proche. Ce genre de confiance, c'est du pouvoir. Pas un pouvoir bruyant. Pas un pouvoir théâtral. Pas le genre de pouvoir qui se vante, qui parade ou qui cherche les applaudissements. Mais le pouvoir rare de la maîtrise de soi. Le pouvoir de l'alignement intérieur. Le pouvoir qui permet à une personne de traverser le monde sans être constamment capturée par chaque impulsion passagère. Voilà ce qui est réellement en jeu ici. Il ne s'agit pas simplement d'une conversation sur la productivité. Il ne s'agit pas simplement d'en faire davantage. C'est une conversation sur le fait de savoir si ton attention t'appartient réellement. Sur le fait de savoir si ton monde intérieur est gouverné par l'intention ou vendu aux enchères au plus offrant. Sur le fait de savoir si tu diriges ta vie ou si tu te contentes de réagir à ce qui tire le plus fort sur toi à chaque instant. Parce que l'attention n'est pas une petite chose. L'attention, c'est la vie dans sa forme la plus concentrée. Ce qui détient ton attention détient, d'une manière très réelle, tes journées. Et ce qui détient tes journées finit par détenir ton avenir. C'est pourquoi la distraction n'est jamais un problème mineur. Elle ne vole pas seulement quelques instants. Elle fragmente ta capacité à penser profondément, à ressentir clairement, à créer délibérément, à agir avec sens. Elle affaiblit le pont entre qui tu es et qui tu essaies de devenir. Alors demande-toi honnêtement. Ton attention t'appartient-elle vraiment? Où a-t-elle été louée? Céder à la nouveauté. Prêter au bruit. Fragmenté par des schémas que tu n'as jamais remis en question parce qu'ils sont arrivés si progressivement et ont semblé si normaux que tu as cessé de remarquer leur coût. Si tu es prêt à regarder sous la surface, si tu es prêt à récupérer ce qui t'a toujours appartenu, alors le travail commence ici. Parce qu'une fois que le code caché est compris, cela cesse d'être une conversation sur la gestion de la distraction.
Cela devient une conversation sur la direction du destin. Cela soulève une autre question, et elle est importante. À une époque débordante d'opportunités, pourquoi tant de gens se sentent-ils plus distraits que jamais? Pourquoi, avec davantage d'accès à l'information, davantage d'outils, davantage de possibilités, davantage de ressources éducatives, davantage de systèmes, davantage de conseils en productivité que n'importe quelle génération avant nous, tant de personnes se sentent-elles encore incapables de rester avec ce qui compte? Il est facile d'accuser la technologie. Facile de pointer les réseaux sociaux, les gros titres sans fin, les alertes clignotantes, l'architecture de plateformes conçues pour capturer l'attention. Et oui, une grande partie du monde numérique est précisément construite dans ce but. Mais si tu retires l'appareil, le problème disparaît-il? Si tu éteins l'écran, l'esprit devient-il soudain silencieux? Pas toujours. Souvent, au moment même où le bruit extérieur disparaît, le bruit intérieur devient plus fort. L'esprit commence à chercher. Il s'agite. Il erre. Il tend la main. Il invente des choses à faire. Il commence à se rappeler des choses au hasard. Il devient nerveux. Il se sent affamé de quelque chose, n'importe quoi, pour remplir l'espace. C'est alors que tu commences à réaliser une vérité difficile. La distraction n'est pas seulement à l'extérieur. Elle est ici, dedans. Elle vit dans les sillons de la routine. Dans les réactions répétées. Dans les schémas intérieurs qui ont été répétés tellement de fois qu'ils ressemblent maintenant à des réflexes. C'est pour cela que certaines personnes peuvent s'asseoir dans une pièce vide, sans téléphone, sans télévision, sans conversation, et trouver quand même 100 façons d'éviter ce qui compte. Parce que le champ de bataille le plus profond n'est pas simplement extérieur. Il est intérieur. Chaque action répétée pose une pierre. Tu fais quelque chose une fois, et c'est un choix. Tu le fais encore, et cela devient plus facile. Tu le fais 10 fois, 50 fois, 100 fois, et peu à peu tu ne décides plus de la même manière. Tu suis un chemin déjà lissé par le passage. Chaque répétition pose une nouvelle pierre dans les fondations d'une habitude. Et si tu n'y prends pas garde, ces habitudes deviennent les architectes de tes journées. C'est l'une des choses les plus importantes à comprendre. La plupart des distractions n'entrent pas dans ta vie déguisée en destruction. Elles n'arrivent pas avec une étiquette d'avertissement. Elles ne s'annoncent pas comme les voleuses qu'elles sont. Elles arrivent vêtues d'innocence. Elles paraissent raisonnables. Inoffensives. Compréhensibles. Même méritées. Tu travailles et soudain tu te sens un peu ennuyé. Un peu incertain. Un peu bloqué. Un peu fatigué. Un peu curieux. Alors tu regardes un message. Tu actualises ta boîte mail. Tu parcours un titre. Tu ouvres un nouvel onglet. Tu cherches quelque chose. Tu vas à la cuisine. Tu te dis que ce sera bref. Et peut-être que ce l'est. Mais ton cerveau, lui, le remarque. L'esprit humain aime l'efficacité. Il construit sans cesse des raccourcis, compresse des séquences, réduit les frottements, apprend ce qu'il doit répéter. Cela peut être un don extraordinaire lorsque tu construis des habitudes utiles. Cela peut aussi devenir un piège quand ce qui est répété, c'est la fuite. Voici le schéma. La chaîne silencieuse derrière tant de distractions quotidiennes. Signal. Routine. Récompense. D'abord, il y a le signal. Une sensation. Un son. Une pensée. Un léger inconfort. Un moment d'incertitude. Une vague d'ennui. Une petite tension qui monte dans le corps. Puis vient la routine. L'action que tu entreprends, souvent presque sans réfléchir. Tu prends ton téléphone. Tu ouvres un autre onglet. Tu te lèves. Tu grignotes. Tu fais défiler. Tu erres. Tu vérifies. Tu cliques. Tu évites. Et ensuite vient la récompense.
Le petit bénéfice. Le soulagement. La stimulation. La nouveauté. L'évasion temporaire. Un rapide changement d'état. Une réduction momentanée de l'inconfort. Cela paraît simple. Et c'est précisément cette simplicité qui le rend si puissant. Parce que lorsque cette boucle se répète assez souvent, elle commence à fonctionner en silence. Tu ne prends plus une nouvelle décision à chaque fois. Tu obéis à un script. Le signal déclenche la routine. La récompense scelle le schéma. La boucle se renforce. Et progressivement, silencieusement, presque invisiblement, ta vie est guidée par des réactions que tu n'as plus consciemment choisies. Pense au nombre de fois où tu as vérifié quelque chose en te disant que cela ne prendrait qu'une seconde. Pense au nombre de fois où un simple coup d'œil s'est transformé en une dérive plus longue. Pense au nombre de minutes, voire d'heures, qui ont disparu non pas parce que tu avais consciemment décidé de les offrir, mais parce qu'une boucle a pris le dessus et que ta conscience est arrivée trop tard. C'est ainsi que la distraction vole les gens. Pas toujours de manière spectaculaire. Pas en un seul grand acte de sabotage. Mais en fragments. Par de petites fuites. Par des détours inaperçus qui se cumulent au fil des jours, des semaines et des années. C'est pourquoi la première tâche n'est pas la force. C'est l'observation. Tu dois devenir détective dans ta propre vie. Pas un juge. Pas un critique. Pas un procureur qui monte un dossier contre lui-même. Un détective. Calme. Curieux. Précis. Intéressé par les preuves. Intéressé par les schémas. Intéressé par ce qui se passe réellement, et non par ce que tu aimerais qu'il se passe. Quand dérives-tu? Qu'est-ce qui arrive juste avant? Quelle sensation, quelle pensée, quelle circonstance tend à allumer la mèche? Quelle action suit? Quel soulagement ou quelle récompense cette action semble-t-elle t'apporter? Ces questions comptent parce qu'une fois que la boucle est vue, le sort commence à perdre de sa force. Ce qui est inconscient possède une immense puissance. Ce qui est observé perd une partie de son mystère. Au moment où la chaîne devient visible, la possibilité de la changer devient réelle. Mais pour cela, il faut aller plus profondément que la surface. Beaucoup de gens s'arrêtent trop tôt. Ils remarquent la routine et pensent avoir compris le problème. Ils disent « Mon problème, c'est que je regarde trop mon téléphone. Mon problème, c'est que je grignote trop. Mon problème, c'est que je procrastine. » Mais ce ne sont que les comportements visibles. Ils sont l'expression de quelque chose de plus profond. Et c'est là, dans cette couche plus profonde, que le vrai changement commence. Parce que les véritables déclencheurs sont rarement seulement les appareils, les écrans ou l'environnement extérieur. Souvent, le vrai déclencheur est émotionnel. C'est le ressenti sous l'action. Tu es plongé dans un projet et soudain un murmure de doute apparaît. Est-ce que je fais ça correctement? Est-ce que c'est assez bien? Et si j'échoue? Et si c'était une perte de temps? Et si je n'arrivais pas à résoudre ça? Et si je n'étais pas capable? Ou peut-être qu'il n'y a pas de grand doute dramatique. Peut-être juste de l'ennui. De la fatigue. Du frottement. L'inconfort normal qui surgit dès qu'une tâche exige une pensée soutenue et une récompense différée. Ces moments comptent plus que les gens ne l'imaginent. Parce que souvent, ce que tu appelles distraction est en réalité ton esprit qui tente de réguler l'inconfort. Il ne cherche pas toujours le plaisir pour lui-même. Souvent, il cherche du soulagement. Et cela fait une différence profonde. La plupart des gens disent qu'ils poursuivent le divertissement. Mais dans bien des cas, ils fuient l'inconfort. Ils essaient d'échapper à l'incertitude, à l'ennui, à la pression, à la confusion, à la solitude, au doute de soi, ou à la tension silencieuse qui apparaît lorsque le travail significatif exige ta présence. C'est pour cela que la distraction peut sembler si irrésistible, même lorsque ce qui te distrait n'est pas particulièrement intéressant. Il ne s'agit pas seulement du contenu.
Il s'agit du changement d'état, du petit soulagement, de l'interruption de l'inconfort, du desserrement temporaire de la pression. Une personne peut vérifier des messages qui ne l'intéressent pas, faire défiler du contenu qu'elle apprécie à peine, manger alors qu'elle n'a pas faim, ou réorganiser un bureau qui n'en a pas besoin, non pas parce que ces choses sont profondément gratifiantes en elles-mêmes, mais parce qu'elles offrent une petite échappée hors du frottement de la tâche présente. Voilà le code plus profond. Et si tu passes à côté de cela, tu continueras à essayer de résoudre le problème au mauvais niveau. Tu essaieras de supprimer toutes les distractions possibles de ton environnement, pour découvrir ensuite que ton esprit en génère de nouvelles. Tu cacheras ton téléphone et tu commenceras à rêvasser. Tu bloqueras une application et tu te mettras à nettoyer. Tu iras dans une pièce calme et soudain tu te rappelleras 15 choses sans importance qui paraîtront pourtant urgentes. Parce que la racine du problème n'a jamais été simplement l'objet de la distraction. C'était la fonction de la distraction. C'était ce que la distraction faisait pour toi. C'est pourquoi l'observation honnête de soi est si importante. La prochaine fois que tu te surprends à tendre la main, fais une pause si tu le peux. N'obéis pas immédiatement à l'impulsion. Et ne la condamne pas immédiatement non plus. Pose une question plus intelligente. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Est-ce que je m'ennuie? Suis-je anxieux? Suis-je dans l'incertitude? Suis-je mentalement fatigué? Est-ce que je cherche du soulagement? Est-ce que j'essaie d'éviter une pensée difficile? Ai-je peur de ne pas bien faire les choses? Suis-je en train de résister à l'inconfort qu'un effort significatif exige? Dès que tu nommes la sensation, quelque chose change. L'impulsion vague devient plus visible. L'attraction obscure perd un peu de sa force. Tu n'es plus simplement à l'intérieur de la réaction. Tu es en train de l'observer. Et ce changement est immense. Parce que la maîtrise ne consiste pas à ne jamais ressentir d'inconfort. C'est impossible. Toute personne qui veut construire quelque chose de significatif rencontrera régulièrement l'ennui, l'incertitude, le frottement, la fatigue et la résistance. Ce ne sont pas des signes que tu fais fausse route. Ce sont souvent des signes que tu es en train de faire quelque chose qui compte. La maîtrise, c'est apprendre à rester présent face à ces sensations sans sous-traiter automatiquement ton attention à la première porte de sortie disponible. C'est apprendre à rester dans l'attention assez longtemps pour qu'un choix plus sage devienne possible. C'est ici que beaucoup de gens comprennent mal la discipline. Ils imaginent la discipline comme de la dureté. Comme de la pression. Comme un sergent intérieur. Comme une force constante contre soi-même. Mais la discipline profonde est plus intelligente que cela. Ce n'est pas simplement serrer les dents. Ce n'est pas une guerre permanente. C'est la capacité à remarquer le climat intérieur sans lui abandonner ta direction. Tu peux te sentir agité et rester quand même. Tu peux te sentir incertain et continuer quand même. Tu peux t'ennuyer et rester avec la tâche quand même. Tu peux ressentir l'appel de l'évasion et choisir quand même la présence. Voilà la force. Non pas l'absence de tentation, mais la présence de conscience. Une fois que tu commences à comprendre cela, tu commences à voir la distraction autrement. Tu ne la vois plus simplement comme un mauvais comportement. Tu la vois comme un message. Un schéma. Une réponse. Une ancienne solution à l'inconfort qui a peut-être fonctionné assez souvent pour devenir familière, mais qui ne sert plus la vie que tu essaies de construire. Et alors, le travail devient pratique. Parce qu'une fois qu'une boucle est exposée, elle peut être redessinée. La plupart des gens échouent ici parce qu'ils s'appuient uniquement sur la suppression. Ils disent « je vais arrêter de faire ça. Je vais résister plus fort. Je vais être plus discipliné. Je vais supprimer toutes les tentations. Je vais me forcer. » Parfois, cela fonctionne pendant un moment. Mais si le signal et la récompense sous-jacent restent intacts, la boucle trouve simplement un autre chemin. C'est pourquoi les solutions superficielles échouent si souvent. Les bloqueurs d'application. Les nouveaux agendas.
Les astuces de productivité. Laissez le téléphone dans une autre pièce. Les notes autocollantes qui rappellent de rester concentré. Tout cela peut t'aider. Rien de tout cela n'est inutile. Mais c'est rarement suffisant si l'architecture profonde n'a pas changé. Tu ne peux pas réparer un bateau qui fuit éternellement sans finir par te demander d'où l'eau entre. Et tu ne peux pas construire une concentration durable simplement en interrompant les routines tout en ignorant le besoin que ces routines étaient en train de servir. Si la distraction t'apporte du soulagement, alors la solution n'est pas simplement de supprimer la distraction. La solution est de trouver une manière plus saine, plus sage, de répondre aux besoins de soulagement sans sacrifier ta direction. Voilà la clé. Tu ne fais pas que briser une habitude. Tu remplaces une fonction. Supposons que le signal soit l'ennui et que la routine soit de vérifier ton téléphone. Quelle est la récompense? Peut-être la nouveauté. Peut-être la stimulation. Peut-être simplement la sensation qu'il se passe quelque chose. Demande-toi alors. Existe-t-il une autre action capable d'apporter du mouvement ou un rafraîchissement sans détourner les 20 prochaines minutes de ma vie? Peut-être te lèves-tu pour t'étirer pendant 30 secondes. Peut-être prends-tu 3 respirations profondes et tu te recentres. Peut-être écris-tu une phrase sur ce qui te semble difficile. Peut-être passes-tu brièvement à une sous-tâche plus petite qui relance ton élan. Peut-être détournes-tu les yeux de l'écran avant d'y revenir avec intention. Supposons que le signal soit l'incertitude et que la routine soit d'errer en ligne. Quelle est la récompense? Le soulagement de la pression de ne pas savoir quoi faire. Alors peut-être que le remplacement n'est pas la distraction, mais la clarification. Écris la prochaine plus petite étape. Découpe la tâche. Nomme la confusion. Pose une meilleure question. Réduis l'ambiguïté au lieu de lui échapper. Supposons que le signal soit une tension émotionnelle et que la routine soit de grignoter, faire défiler, ou nettoyer. Quelle est la récompense? Une forme d'apaisement. Un adoucissement temporaire de l'inconfort. Alors peut-être que le remplacement est quelque chose qui régule réellement ton état sans voler ta direction. Une courte marche. Un verre d'eau. Quelques respirations. Une note rapide pour évacuer ce qui te dérange. Un moment de calme au lieu d'une heure d'égarement. Voilà le travail de conception. Tu deviens un architecte plutôt qu'un réparateur. Un réparateur attend les dégâts puis colmate ce qui s'est cassé. Un architecte étudie la structure. Il pense en système. Il conçoit pour la réalité. Il sait que si un schéma se répète, il y a une raison. Et si la raison est comprise, le schéma peut être redessiné plus intelligemment. C'est ainsi que l'on reconstruit la concentration. Pas en un seul moment héroïque. Pas par la honte. Pas en une seule journée parfaite. Mais par une refonte répétée. Par de petits actes de conscience. En attrapant une boucle, en la comprenant, et en choisissant une meilleure réponse assez souvent pour qu'un nouveau chemin commence à se former. Et oui, au début, cela peut sembler maladroit. L'ancienne routine est rapide parce qu'elle a été répétée. La nouvelle est lente parce qu'elle est inconnue. Cela ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Cela veut dire qu'elle est nouvelle. Les gens abandonnent souvent le processus trop tôt parce que le comportement de remplacement ne semble pas naturel immédiatement. Bien sûr que non. L'ancien schéma a derrière lui des années de répétition. Le nouveau a 3 jours. Sois patient. Tu n'essaies pas de gagner une bataille cet après-midi. Tu essaies de réécrire du code. Et le code se réécrit ligne par ligne. C'est pour cela que la constance compte plus que l'intensité. Une seule journée de concentration parfaite signifie bien moins qu'une semaine de redirection modeste mais répétée. Un élan dramatique de discipline suivi d'un effondrement enseigne moins à l'esprit qu'une récupération calme, imparfaite, répétée. Attrape une boucle une fois. Rediriger une fois. Remarque le signal une fois. Reste avec l'inconfort une fois un peu plus longtemps que d'habitude. Choisis une meilleure routine une fois.
puis recommence. C'est ainsi que le cerveau apprend. C'est ainsi que l'identité évolue. C'est ainsi qu'une personne passe d'un état où elle est gouvernée par ses impulsions à un état où elle les gouverne. Il est utile aussi de comprendre que beaucoup de distractions ne sont pas seulement des comportements extérieurs, mais des récits. Des histoires intérieures. De petits scripts qui justifient l'évasion. J'ai le temps. Cela ne prendra qu'une seconde. De toute façon, je travaille mieux sous pression. J'ai d'abord besoin de me sentir plus prêt. Je commencerai après avoir éclairci mes idées. Laisse-moi juste vérifier une seule chose. Ces histoires paraissent inoffensives. Mais ce sont souvent les mots de l'évitement portant le masque de la raison. C'est pourquoi la conscience doit inclure non seulement les actions, mais aussi les pensées qui accompagnent ces actions dans ta journée. Quand tu remarques l'une de ces rationalisations familières, arrête-toi. Demande-toi si elle est vraie ou simplement familière. Demande-toi si elle te mène là où tu veux aller. Demande-toi si elle a déjà tenu ses promesses. Souvent, la réponse est non. Souvent, elle fait les mêmes promesses depuis des années et produit les mêmes résultats. À un moment donné, tu dois cesser d'être impressionné par la voie de l'impulsion. Non pas parce que les impulsions ne semblent pas réelles. Elles le sont. Mais ressentir l'urgence n'est pas la même chose qu'être important. Cette distinction à elle seule peut changer une vie. Une grande partie de ceux qui volent ton attention arrive avec l'intensité émotionnelle de l'importance. Mais l'intensité est un mauvais juge de valeur. L'impulsion la plus bruyante n'est pas forcément la plus sage. La notification la plus récente n'est pas forcément la chose la plus significative dans la pièce. L'envie la plus forte du moment n'est pas forcément alignée avec le but le plus profond de ta vie. Pour récupérer ta concentration, tu dois apprendre à honorer l'importance plutôt que l'intensité. Cela signifie te rappeler, encore et encore, ce que tu es en train de servir. À quoi sert cette heure? Quel genre de personne essaies-tu de devenir? Que rend possible cette tâche si tu restes avec elle? Quel avenir construis-tu quand tu choisis la profondeur plutôt que la dérive? Ces questions te ramènent au sens. Et le sens est l'un des antidotes les plus puissants contre la distraction vide. Non pas parce qu'il fait disparaître l'inconfort, mais parce qu'il lui donne un contexte. Il te rappelle pourquoi rester compte. Quand les gens perdent de vue le sens, chaque interruption semble également persuasive. Mais lorsque le sens est présent, tu commences à peser les impulsions autrement. Tu réalises que chaque oui est aussi un non. Chaque oui à une nouveauté aléatoire est un non à la concentration. Chaque oui à une évasion facile est un non à l'élan. Chaque oui à un soulagement à court terme peut être un non à un accomplissement à long terme. Ce n'est pas fait pour te rendre rigide. C'est fait pour te rendre éveillé. Parce que le coût le plus profond de la distraction n'est pas simplement le temps perdu. C'est la continuité perdue. L'intimité perdue avec ton propre esprit. L'accès perdu à ce type de pensée qui n'apparaît qu'après être resté assez longtemps avec quelque chose pour que le bruit de surface se calme. Il y a des idées que tu ne peux pas penser par fragments. Il y a des vérités que tu ne peux pas entendre en vérifiant constamment. Il y a des capacités que tu ne peux pas développer en fuyant toujours le milieu difficile. Il y a des parties de toi que tu ne peux pas rencontrer en réagissant sans fin. La profondeur exige de la durée. La création exige de la continuité. Le sens exige de l'attention. Et ainsi, peu à peu, les véritables enjeux commencent à apparaître clairement. Il s'agit de plus que d'accomplir des tâches. Il s'agit de devenir une personne capable d'une présence soutenue dans un monde conçu pour la fragmentation. Il s'agit de retrouver la dignité d'une pensée dirigée. Il s'agit de se rappeler que ton esprit n'est pas simplement un endroit où les impulsions surgissent, mais un endroit où des choix peuvent être faits. Cela ne veut pas dire que le processus est facile. Il y aura des jours où les anciennes boucles sembleront fortes. Des jours où l'envie de fuir paraîtra plus forte que ton intention. Des jours où ton esprit résistera précisément à ce que tu sais d'important. C'est normal. N'interprète pas la résistance comme un échec.
La résistance fait partie du terrain. Le but n'est pas d'éliminer toute friction. Le but est d'arrêter d'en être surpris et de commencer à y répondre avec habileté. L'une des pratiques les plus utiles consiste à se préparer avant que le moment n'arrive. N'attends pas d'être déjà dans l'emprise de la distraction pour décider quoi faire. Décide plus tôt. Conçois plus tôt. Anticipe tes signaux. Connais tes schémas. Prépare tes remplacements à l'avance. Si tu sais que l'incertitude te fait errer, alors prépare un rituel de recentrage pour l'incertitude. Si tu sais que la fatigue te pousse à faire défiler, alors prépare une meilleure transition pour la fatigue. Si tu sais que l'ennui te pousse vers la nouveauté, alors crée une courte pause saine qui ne devienne pas un tunnel d'évasion. Si tu sais que l'inconfort émotionnel te fait quitter le travail, alors entraîne-toi à rester avec lui juste un peu plus longtemps à chaque fois. C'est ainsi que tu rends la bataille obsolète. Non pas en prétendant qu'elle ne viendra jamais, mais en étant plus pris au dépourvu lorsqu'elle arrive. Et célèbre les petites victoires. C'est plus important que la plupart des gens ne le pensent. Si tu t'attrapes avant que l'ancienne routine ne prenne totalement le dessus, c'est un progrès. Si tu remarques le signal un peu plus tôt que d'habitude, c'est un progrès. Si tu reviens à la tâche après 2 minutes au lieu de 20, c'est un progrès. Si tu restes avec l'inconfort une respiration de plus, un paragraphe de plus, une pensée de plus, c'est un progrès. N'attends pas la perfection avant de t'autoriser à reconnaître le mouvement. L'esprit apprend non seulement par les conséquences, mais aussi par le renforcement. Lorsque tu reconnais même de petits actes de maîtrise de soi, tu renforces l'identité de quelqu'un capable de diriger volontairement son attention. Et cette identité compte. Parce qu'au bout du compte, la question n'est pas simplement « comment arrêter d'être distrait ?» La question plus profonde devient « qui suis-je en train de devenir dans ma relation à l'attention ?» Suis-je en train de devenir quelqu'un qui obéit instantanément à chaque envie? Ou quelqu'un qui peut remarquer une envie sans s'agenouiller devant elle? Suis-je en train de devenir quelqu'un qui vit en fragments? Ou quelqu'un qui peut rester assez longtemps avec ce qui compte pour créer de la cohérence? Suis-je en train de devenir quelqu'un qui réagit sans cesse? Ou quelqu'un qui peut choisir? L'identité se construit à travers des preuves répétées. Chaque fois que tu te rediriges, tu votes. Chaque fois que tu restes, tu votes. Chaque fois que tu remplaces une ancienne boucle par une plus sage, tu votes pour la personne que tu es en train de devenir. Et avec le temps, ces votes s'accumulent. L'ancienne histoire commence à s'affaiblir. L'histoire qui disait que tu étais dispersé, faible, incapable, peu fiable. À sa place, une nouvelle histoire commence à émerger, non pas construite sur une illusion, mais sur des preuves. Je peux remarquer. Je peux revenir. Je peux redessiner. Je peux rester. Je peux diriger mon esprit. Je peux construire une vie qui n'est pas constamment détournée par le bruit. Ce n'est pas un slogan de motivation. C'est un changement structurel. Et une fois que la structure change, la vie change avec elle. Tu commences à terminer ce qui restait autrefois inachevé. Tu commences à penser plus clairement. Tu commences à te faire davantage confiance. Tu commences à faire l'expérience de ce que cela fait d'être pleinement dans un moment au lieu d'être divisé entre 10. Ton travail gagne en profondeur. Ton esprit s'apaise. Tes journées semblent moins dispersées. Tu découvres qu'il existe une forme de paix de l'autre côté d'une attention disciplinée, non pas parce que tout devient facile, mais parce que ton monde intérieur devient moins chaotique. Cette paix n'est pas de la passivité. C'est de l'alignement. C'est ce qui arrive lorsque tes actions correspondent de plus en plus à tes intentions. C'est pour cela que la vraie concentration procure une sensation si forte. Non pas parce que la concentration elle-même est toujours agréable, mais parce qu'elle restaure l'intégrité. Elle réduit l'écart entre ce que tu dis important et ce que ton attention sert réellement. Elle te permet d'habiter plus pleinement ta propre vie. Et c'est peut-être la récompense la plus profonde de toutes. Pas seulement la productivité. Pas seulement le rendement. Mais le respect de soi.
Ce respect silencieux qui vient du fait de vivre d'une manière moins fragmentée, moins impulsive, moins accidentelle. Ce respect silencieux qui vient du fait de savoir que ta vie est moins façonnée par chaque envie passagère et davantage par les valeurs que tu as choisies. Alors, par où commencer? Commence simplement. Observe une boucle. Une seule. N'essaie pas de reconstruire toute ta vie en une seule nuit. C'est une autre forme d'évasion. Une grande ambition utilisée pour éviter l'humilité de la constance. À la place, choisis une distraction récurrente qui te coûte plus que tu ne veux l'admettre. Étudie-la. Suis-la. Apprends ses signaux. Comprends sa récompense. Puis choisis un remplacement qui réponde aux mêmes besoins de manière plus sage. Répète cela jusqu'à ce que le nouveau schéma commence à s'enraciner. Puis passe au suivant. Petit à petit, tu remarqueras quelque chose de remarquable. Les choses qui semblaient autrefois écrasantes deviendront plus transparentes. Non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce que tu peux voir à travers elles. Les anciennes boucles chuchoteront encore. Mais elles ne sonneront plus comme des ordres. Elles sonneront comme des schémas. Et les schémas peuvent être changés. C'est ainsi que l'attention est récupérée. C'est ainsi que le destin est redirigé. Non pas dans une percée dramatique unique, mais dans 1000 redirections silencieuses que personne ne voit. Dans les moments invisibles où tu remarques un signal, comprends un besoin, choisis une réponse plus sage, et renforce une meilleure boucle. Dans la discipline privée du retour. Dans l'art patient de se redessiner de l'intérieur. Souviens-toi de ceci. Ton attention est l'architecte de ton avenir. Ce à quoi tu la donnes de façon répétée finit par te façonner. Là où tu la places, ta vie commence à se rassembler. Si tu la disperses sans fin, ta vie semblera dispersée. Si tu la diriges délibérément, ta vie commencera à refléter cette direction. Protège-la. Façonne-la. Entraîne-la. Investis-la là où vivent tes valeurs les plus profondes. Parce qu'au final, tes journées sont faites de moments d'attention. Et ta vie est faite de tes journées. Alors demande-toi ce soir, calmement et honnêtement. Quelle boucle puis-je briser? Quel signal puis-je apprendre à reconnaître? Quelle routine puis-je remplacer? Quelle récompense suis-je vraiment en train de poursuivre? Quelle part de mon attention a été louée et que je suis enfin prêt à récupérer? Tu n'as pas besoin de te forcer à devenir quelqu'un d'entièrement différent du jour au lendemain. Tu as besoin de devenir plus conscient. Plus honnête. Plus intentionnel. Plus disposé à redessiner ce que la répétition a construit. Le plan est déjà entre tes mains. Tu as vu le code. Tu as ressenti le coup. Et maintenant tu sais que la distraction n'est pas simplement un chaos aléatoire. C'est une structure. C'est une habitude. C'est un renforcement. C'est une boucle. Ce qui signifie qu'elle peut être interrompue. Elle peut être réécrite. Elle peut être remplacée. Et lorsque cela arrive, quelque chose d'extraordinaire commence à se déployer. Tu cesses de vivre comme si chaque impulsion méritait ton obéissance. Tu cesses de traiter chaque inconfort comme une urgence. Tu cesses de supposer que la distraction est dans ta nature. Tu commences à devenir le genre de personne qui peut rester. Qui peut penser. Qui peut créer. Qui peut diriger. Qui peut choisir. Et ce genre de personne peut construire presque n'importe quoi. Parce qu'une fois que l'attention est récupérée, l'énergie suit. La clarté suit. La confiance suit. L'élan suit. Et finalement, une autre vie suit. Pas parfaite. Pas sans friction. Pas sans lutte. Mais dirigée. Ancrée. Intentionnelle. Vivante. Une vie dans laquelle tu ne réagis plus simplement à la journée, mais y participes consciemment. Une vie dans laquelle ton travail porte de la profondeur parce que ton esprit a appris à rester. Une vie dans laquelle les promesses que tu te fais recommencent à avoir du poids.
Une vie dans laquelle le bruit du monde ne dépasse plus automatiquement la voix de ceux qui comptent. Voici l'invitation. Cessez de colmater des fuites et commencez à reconstruire les fondations. Cessez de combattre chaque symptôme et commencez à comprendre le système. Cessez de te blâmer vaguement et commencez à t'observer avec précision. Cessez d'abandonner ton avenir, une petite distraction après l'autre. Et commencez, avec sagesse et patience, le travail silencieux de reconquête de ton propre esprit. Parce qu'une fois que tu comprends le plan caché, tout change. Tu cesses de demander. Comment survivre dans un monde distrait? Et tu commences à poser une meilleure question. Comment devenir si clair, si structuré, si conscient de mes propres schémas, que la distraction ne puisse plus décider de la forme de ma vie? Voilà la question qui mérite d'être vécue. Et la réponse ne commence pas demain, ni lorsque les conditions seront idéales, ni après une distraction de plus, ni après une semaine de plus perdue à se demander pourquoi tout continue de glisser entre tes doigts. Elle commence la prochaine fois que le signal apparaît. La prochaine fois que l'envie monte. La prochaine fois que l'ancienne routine s'offre à toi comme une route familière. C'est ce moment-là. C'est là que le destin tourne silencieusement. Remarque-le. Nomme-le. Choisis. Puis choisis encore. C'est ainsi que la concentration se construit. C'est ainsi que la concentration se construit. C'est ainsi que la maîtrise de soi se gagne. C'est ainsi que ta vie revient entre tes mains. Le plan est maintenant entre tes mains. Utilise-le avec sagesse.